Je suis Daphné Namia, je suis la co-animatrice de ce panel et j'aimerais souhaiter encore une fois le bienvenue à tout le monde. Je suis la vice-présidente de HVD avec Joanne, le président. I would just like to say hello and welcome. J'aimerais dire bonjour et bienvenue aux anglophones ici et je m'excuse que tout est en français ce matin, mais je suis tellement heureuse que vous soyez ici et que vous ayez le service de traduction simultanée. Je me sens un peu mal pour les traducteurs parce que les choses vont tellement vite, mais Bon courage to everybody. Unfortunate, c'est malheureux un peu qu'on doit aller tellement vite, parce que tout le monde a des choses très intéressantes à dire. Chacune des personnes qui parlent pourrait parler très longuement, mais l'idée, c'était de pouvoir vous donner à vous aussi le temps de faire la parole et d'interagir, etc. Mais avant qu'on fait le commencement de nos conférenciers sur le panel, j'aimerais présenter une courte vidéo par M. Daniel Pilote. Daniel est résident dans un CHSLD, donc c'est important qu'un résident même ait la parole aussi. Il est président des mesures collectives pour l'autonomie au Québec et aussi chroniqueur. Il a fait à peu près une quarantaine de vidéos. Donc, nous, on a choisi un. Il a fait un spécialement pour aujourd'hui. Je suis contente de vous le dire. Et c'est sur sa perception et expérience de la vie quotidienne en CHSLD. Donc, je pense que ça va aller très bien avec les paroles de Yvon qui étaient avant. Donc, la vidéo, s'il vous plaît, le mettre. Bonjour et bienvenue aux invités et membres de Handicap Vie Dignité. Depuis 4 ans, je suis un résident de 56 ans dans un CHSLD à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis atteint de dystrophie musculaire Becker qui a été déclarée à 11 ans et est devenu paralysé presque totalement. Je suis diplômé en services financiers et j'ai travaillé dans le milieu bancaire. Je suis impliqué dans plusieurs organismes, comme Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, pour les droits des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. Je suis porte-parole du Conseil pour la protection des malades avec Maître Paul Brunet, impliqué dans l'action collective contre les CHSLD dans le but d'une bientraitance. Je connais la présidente Joanne Ravanda depuis le début janvier parce qu'elle m'a vu dans Facebook avec mes chroniques vidéo qui se nomment Monsieur P. J'ai débuté mes chroniques il y a 2 ans pour dénoncer les conditions dans les CHSLD. À toutes les semaines, à peu près, je présente mes chroniques sur Facebook. Donc, je vais vous dire, bien franchement, ça va mal pour les aînés en perte d'autonomie dans les CHSLD. Je crois que le gouvernement précédent avait le syndrome des lunettes roses. Il disait, ça va bien. Plusieurs points que je répète depuis 2 ans. Le manque de personnel de première ligne, l'absentéisme et la liste de remplacement sont des points à améliorer parce que le personnel est vraiment épuisé.
le remplacement est inadéquat à cause des régions élargies dans les CIS et CIUS. Il faut une liste de remplacement à l'établissement de santé plutôt. Il y a 2 saisons qui sont horribles pour les résidents dans les CHSLD, soit la saison d'hiver et celle d'été, avec les vacances et aussi, en plus, l'hiver, il y a la période grippale. J'ai remarqué qu'il y avait un roulement de personnel prononcé. Cette maltraitance non intentionnelle provoque chez le personnel des gestes précipités, claquage de portes et d'équipements. Le personnel ne se nomme pas durant les soins, aucune connaissance des plans de service, ou plutôt plans de travail. L'esprit d'équipe est inexistant. Il manque un système de reconnaissance aux employés. Les heures soins par rapport au nombre d'employés. Il y a aussi le poste d'aide de service où on a nommé un autre terme préposé aux services alimentaires. Je crois qu'ils devront être formés ou reformés. Le cours d'assistance à la personne en établissement de santé pourra être fait par un système de travail-études pour compenser la pénurie des préposés aux bénéficiaires. Les postes devront être attractifs et judicieusement bien définis pour éviter le roulement de personnel. L'alimentation est à revoir parce que le menu n'est pas ce qu'il était promis. Les résidents ont l'impression d'être des objets d'usine. L'efficacité économique passe au-delà d'un système humanisé. Presque la moitié du budget du Québec est alloué à la santé, soit 42 milliards. Et nous devons absolument mieux l'organiser. Il faut prendre soin de notre système de santé pour la bientraitance des bénéficiaires. Je veux qu'on améliore notre système de santé. Et je veux, en premier lieu, un soutien à domicile pour les bénéficiaires et proches aidants, soit à la hauteur de nos attentes. En dernier recours, le choix d'hébergement dans un CHSLD devra avoir des soins et l'assistance adéquate. Le gouvernement et la direction devront consulter les bénéficiaires pour négocier toute décision pour qu'ensemble, la bientraitance soit en toute dignité dans le respect de nos droits. Je remercie les membres de Handicap Vie Dignité pour votre œuvre et aux invités d'avoir venu, ainsi que ceux qui pourront nous écouter sur le site web. Merci beaucoup. Je pense que Daniel est en ligne avec nous, n'est-ce pas?
Donc, si vous écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps vraiment de présenter vos idées si bien. Et je pense que c'est un bon commencement à notre panel parce que ça présente vraiment la réalité que beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens voient cette réalité. Je vais vous dire aussi, bizarrement, que j'ai visité une amie de moi cette semaine. Je lui ai posé la question. J'ai dit, elle va sûrement me donner une réponse pleine de plaintes, etc., du CHSLD où elle est. Elle m'a dit, moi, vraiment, Daphné, je pense que c'est comme un hôtel de 5 étoiles ici. Donc, il y a des opinions très variées, dépendant de personnes et dépendant des attentes et dépendant aussi de quel CHSLD. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très tolérable. Je laisse ça pour la discussion plus tard. Et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à passer la parole à ma co-animatrice qui est à la fin de la table, Madame Christine Morin, Maître Christine Morin. Maître Morin est professeure titulaire à la faculté de droit à l'Université Laval, qui est mon alma mater aussi. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche Antoine Tourmel sur la protection juridique des aînés. Elle va vous rappeler le sujet du panel, comment le panel se passe, présenter tous les panélistes et les questions auxquelles ils vont répondre. Merci, Christine. On va vous passer la mienne. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse de me joindre à vous ce matin, étant donné l'importance du sujet de nos discussions de cet avant-midi. Alors, je vous rappelle qu'on est en présence de 5 conférenciers qui vont vous parler à tour de rôle pendant 8 à 10 minutes maximum. Ils sont bien surveillés, comme vous avez vu ce matin. Merci, pour pas que ce soit nous qui ayons l'odieux de le faire. Donc, 8 à 10 minutes chacun par rapport à des questions qui ont été posées à l'avance par HVD. Et par la suite, il y aura une période pour les questions avec la salle, les questions que vous aurez préparées par écrit. Alors, dès maintenant, je vais céder la parole à notre premier conférencier, qui est Maître Paul Brunet. Maître Paul Brunet, qui est avocat et président-directeur général et porte-parole pour le Conseil de la protection des malades. Il est ça et bien plus. Je vous invite à regarder les conférenciers, leur biographie plus détaillée sur le programme. Je les présente très brièvement pour ne pas amputer sur leur temps de parole, mais ils ont tous des curriculums vitae très impressionnant. Alors, pour Maître Brunet, on sait que les comités de résidents existent partout dans le réseau de la santé, mais leur pouvoir semble, somme toute, assez limité. Alors, HVD vous demande quelle est votre vision d'un comité de résidents et quels devraient être, selon vous, ses pouvoirs. Je vous remercie. Merci. Écoutez, c'est assez simple. C'est écrit dans la loi. Malgré tout ce que des gens, des regroupements ont pu dire pour essayer d'endormir les comités depuis toutes ces années, les rôles fondamentaux des comités qui sont écrits dans la loi, et là-dessus, il n'y a personne qui peut les overruler parce que c'est la loi qui les dirige et non pas des éminences grises ou moins grises qu'on a voulu vous imposer. Promouvoir les droits des usagers. Défendre les droits des usagers, renseigner les usagers, leurs familles sur les droits des usagers. C'est écrit dans la loi. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ça. Mais depuis toutes ces années, on a dit toutes sortes de choses. On a intimidé des comités pour leur dire « Calme-toi, nous, là, on travaille avec le ministre, là, tu ne partiras pas de trouble ici. » Il y a beaucoup de travail, de pédagogie à faire parce que d'ici au 15 avril, j'aurai formé des comités qui veulent savoir quel est le vrai rôle des comités. Personne ne leur a dit, ou en tout cas, on leur a dit toutes sortes de choses. Une autre chose qu'on fait au Conseil pour la protection des malades, c'est d'avoir Benoît Racette qui forme les comités sur comment militer au sein d'un comité. Militer, ça ne veut pas dire mettre des bombes. Ça veut dire faire avancer une œuvre, une cause.
C'est ça le propre de la cause et de la mission des comités d'usagers. Ce n'est pas de remplir des rapports annuels avec 5 annexes, c'est d'être les yeux, le nez, la bouche, la voix des gens qui ne peuvent pas parler. Les comités sont des partenaires. Un partenaire, ce n'est pas quelqu'un de subordonné, d'écrasé ou d'assujetti à la direction. C'est des adultes qui se parlent d'égal à égal, respectueusement de la loi et des autorités, mais jamais complaisant avec l'administration. Pourquoi je dis ça haut et fort? C'est que c'est mon frère qui est à l'origine de l'introduction du concept de comité de bénéficiaires dans la loi. Je prétends que nous savons mieux que plusieurs personnes qui ont pu vous raconter toutes sortes d'histoires quel est le rôle d'un comité d'usagers et de résidents. J'espère, à partir de ce matin, celles et ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Vous avez un rôle extrêmement noble au sein de l'établissement. J'espère qu'on va continuer à vous encourager à le jouer avec des organismes comme HVD et le Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup. Je dois quitter, j'ai un autre engagement, mais c'est le mot que je voulais vous passer ce matin. Merci. Alors, merci beaucoup à Maître Brunet pour cette première intervention qui va faire en sorte que les autres vont peut-être avoir 11 minutes au lieu du 10 prévu. Alors, je vais passer la parole immédiatement à notre deuxième intervenante, qui est Mme Anne Bourbonnais, qui est professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, Mme Bourbonnais, la question que HVD a voulu lui poser, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la pratique des infirmières en CHSLD afin de favoriser les approches qui sont centrées sur la personne et sur ses proches? Merci, Maître Morin. Donc, merci de m'avoir invité à venir vous parler un peu des soins infirmiers. Il y a maintenant un bon bout de temps, moi, j'ai travaillé comme infirmière en CHSLD. J'ai vraiment adoré soigner les résidents, travailler avec les proches. Aujourd'hui, je suis professeure et chercheur, puis je m'ennuie encore de ces moments-là, de ces contacts privilégiés, et je me souviens d'eux, et ça me guide dans mon travail de chercheur. Quand je travaillais comme infirmière, il y a des fois où j'ai été vraiment choquée par les soins qui étaient offerts par mes collègues infirmières, des fois les préposés, les auxiliaires. D'autres fois, j'étais vraiment admirative de leurs compétences, de leur créativité. Puis moi, j'étais une curieuse. J'allais lire pour comprendre ce que vivaient mes patients, pour mieux les soigner. Puis je trouvais ça assez frustrant de voir que même quand je trouvais des choses qui fonctionnaient bien, que je leur disais comment faire, que mes collègues, il y en avait qui ne voulaient rien savoir d'avoir une approche qui était plus centrée sur les personnes et les familles plutôt que sur leurs tâches. J'ai souvent dénoncé des pratiques que je trouvais inacceptables. Je ne me faisais pas d'amis quand je faisais ça. J'avais des collègues qui faisaient comme moi. Ils nous trouvaient un peu embêtantes. On subissait même de l'intimidation des fois, ce qui reflète peut-être aussi ce que vivent des fois les familles et les résidents. Donc, ça arrive aux soignants aussi. Mais pour moi, mon rôle comme infirmière, c'était de défendre les intérêts des résidents. Puis j'ai choisi plus tard d'aller faire de la recherche sur les soins de longue durée parce que j'avais espoir qu'il était possible de changer les choses, d'améliorer, de renforcer les pratiques. Donc, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais j'ai espoir qu'il y a des endroits où on peut améliorer les choses et où on pourrait peut-être diffuser ces pratiques-là. Je pourrais dire que mes collègues et moi, on était ce que j'appellerais des déviantes positives. Puis le mot déviant, bien, ça peut être négatif, mais en santé publique, c'est un concept où on va dire qu'il y a des personnes qui, dans un contexte qui n'est pas idéal, réussissent à faire mieux que les autres dans les mêmes conditions. Puis je trouvais que ça ressemblait un peu à ce qu'on faisait en CHSLD et ça ressemble peut-être un peu à ce qu'on voit dans plusieurs CHSLD où des fois, il y a des gens qui réussissent à faire des belles choses dans des contextes pas optimaux, voire un peu hostiles. Dans mon cas, bien, nous, on manquait de ressources, mes collègues et moi, mais c'était important pour nous d'être créatifs, de défendre, puis ça nous donnait des ailes pour aller chercher des connaissances pour justifier ce qu'on faisait. Je me suis posé la question, pourquoi certaines d'entre nous, comme infirmières, on est devenues des déviantes positives puis pas les autres? J'ai pas vraiment la réponse, autre qu'il y a quelque chose qui est probablement lié à nos valeurs, à certains traits de personnalité peut-être, mais aussi à nos connaissances cliniques et à nos connaissances éthiques qui nous aidaient à identifier des solutions plus pertinentes, à mieux accompagner les résidents, puis à remettre en question des pratiques qui étaient prises pour acquis puis qui n'étaient peut-être pas assez centrées sur les personnes.
Puis on a réalisé que quand on était plusieurs déviantes positives ensemble, c'était pas mal plus facile de convaincre les réticentes que quand on était juste une. Puis avec le temps, j'ai aussi constaté qu'il fallait un certain nombre de soignants qui embarquent dans des nouvelles pratiques pour que ça prenne racine. Le problème, c'est qu'en CHSLD, il y a beaucoup de monde. Donc, d'être capable de travailler en équipe, de faire changer des pratiques, c'est comme un gros navire à faire tourner. Et ce qui explique peut-être les disparités aussi entre les CHSLD. Mais quand on veut favoriser une approche qui est plus centrée sur les personnes puis les familles, bien, on rencontre beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles que je dirais qui viennent directement des infirmières qui ont une responsabilité individuelle. Il y a des obstacles organisationnels, puis il y a probablement un rôle social aussi dans tout ça. Les infirmières, au plan individuel, ils ont des guides de pratique sur ce qui leur dit qu'est-ce qu'ils devraient faire en CHSLD. C'est quoi une pratique de qualité centrée sur la personne? Ça existe, ça, comme document. Par exemple, il y a le cadre de référence qui a été publié l'année dernière par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui a le mandat de protéger le public, qui ont décrit clairement c'est quoi le rôle attendu des infirmières en CHSLD. Et c'est lié au fait d'optimiser le bien-être et de favoriser la reconnaissance et le développement des capacités des résidents et des familles. Donc, c'est pas tellement qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elles devraient faire. La question est plus comment on fait pour que les infirmières fassent ce qu'elles devraient faire. Et ma première réponse à cette question-là, c'est premièrement, il faut que les infirmières soient compétentes pour travailler en CHSLD comme dans les autres domaines. Je dirais peut-être même plus parce que les gens sont vulnérables et il y a place des soins très, très prédominante en CHSLD. Donc, il faut qu'il y ait des bonnes connaissances. Mon collègue, M. Riendo, à côté, l'a mentionné, ça prend un leadership pour mobiliser des grandes équipes parce qu'elles sont souvent moins nombreuses que tous les infirmières auxiliaires, les préposés. Il faut qu'elles développent leurs compétences et ça, c'est leur responsabilité. Je me souviens, moi, des infirmières qui vont à l'urgence sont souvent très admirées. Quand ils travaillent à l'urgence, c'est admiré. Ils vont sauver des vies. Quand on dit qu'on s'en va travailler en CHSLD, normalement, elles reçoivent un accueil un petit peu moins admiratif. Moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait les admirer quand même parce qu'ils sont un peu les sauveurs de la qualité de vie, mais je ne l'ai jamais entendu dire vraiment. Puis moi, comme jeune infirmière, quand j'ai dit que je m'en allais travailler en CHSLD, l'accueil que j'avais eu, c'était « ben t'es bonne, pourquoi tu vas aller changer des couches? » Venant d'une collègue qui travaillait à l'hôpital Sainte-Justine, qui, honnêtement, où il change beaucoup de couches, est un hôpital pédiatrique. Donc, j'étais plutôt insultée, moi, qu'on considère que j'allais perdre mes compétences en allant travailler avec une clientèle complexe qui avait des besoins importants et où j'avais beaucoup d'autonomie. Donc, je pense que les CHSLD ont aussi à valoriser le travail que font les soignants par rapport à cette clientèle-là et de viser à avoir du personnel qui est très bien formé, qui vont donner aussi de l'espace et du temps à ce personnel-là pour jouer leur rôle. Si on a des bonnes infirmières, mais qu'on leur fait faire des toutes autres tâches connexes qui n'est pas leur rôle, bien, ils vont aller ailleurs ou ils vont se contenter de faire les choses plus simples plutôt que faire des choses qui demandent un jugement clinique, un leadership et d'orienter les soins de la manière appropriée. Donc, il faut que les milieux cherchent des infirmières qui ont ces caractéristiques-là, des déviantes positives. Il faut qu'ils les encouragent. Puis, il faut que les infirmières revendiquent aussi de pouvoir jouer ce rôle-là. Au plan organisationnel, bien, c'est sûr que les CHSLD, il y a des endroits où ce type de pratique-là centrée sur les personnes, ça se fait. Il y en a, c'est sur certaines unités, puis il y en a d'autres où, honnêtement, c'est bien décourageant. Il faut que les gestionnaires en CHSLD aussi poussent et encouragent les infirmières à jouer leur rôle et à avoir une pratique qui est centrée sur les patients et les proches. Et il faut, sinon, les envoyer se former pour être capable de faire ça comme il faut. Et moi, je ne parle pas juste de s'assurer que l'alimentation puis l'hygiène est correcte. Je pense que ça, c'est la base, ça devrait être fait, mais ça devrait aller plus loin. Et aussi s'assurer que les infirmières sont capables d'optimiser les capacités des gens et d'être dans une qualité de relation qui va être bonne aussi. Donc, on a avantage à pousser ces aspects-là et à avoir des attentes élevées à ce niveau. Et on pourrait dire, par exemple, que les gestionnaires auraient avantage à connaître le cadre développé par l'Ordre des infirmières sur les rôles attendus des infirmières, parce que l'Ordre des infirmières, quand ils vont faire des inspections professionnelles dans le CHSLD, c'est ça qu'ils vont regarder comme document. Donc, peut-être que les milieux devraient s'assurer de leur fournir un contexte pour ça et que ça peut être une pression externe. Et je dirais que peut-être les résidents et les proches auraient avantage aussi à connaître ce document de l'Ordre des infirmières aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut demander aux infirmières et de leur faire connaître ces attentes-là pour qu'elles puissent, après, démontrer qu'elles répondent aux attentes qui sont recommandées par leur ordre professionnel et peut-être mettre de la pression aussi sur les gestionnaires à cet effet-là. Donc, il faut retenir que c'est quand même difficile à apporter des changements, que c'est des moyens qui prennent du temps, ça prend des moyens, que
que les infirmières ont souvent pas tant de contrôle que ça sur des éléments qui influencent la qualité de leur travail. Donc, il faut aussi tenir ça en compte, mais je pense qu'il faut avoir un idéal élevé pour qu'on s'y rende le plus possible. D'un point de vue sociétal, je dirais que c'est sûr que la société a aussi une certaine responsabilité parce que la société ne valorise pas beaucoup les personnes âgées, les personnes handicapées en général, ce qui veut dire qu'on ne valorise pas beaucoup les soins qu'on donne à ces personnes-là non plus. Donc, c'est difficile de trouver des infirmières compétentes qui vont avoir le goût d'aller travailler dans des établissements qui ont mauvaise réputation, qui sont généralisés. Il y en a qui font des bonnes choses, d'autres pas, mais on généralise souvent. C'est pas très tentant quand on est professionnel compétent d'aller travailler dans un milieu où on ne va pas être reconnu pour notre compétence. Donc, je pense qu'il faut dénoncer ce qui est inacceptable, valoriser les initiatives positives. Tout ce qui est compétent et très humain devrait être valorisé, comme vous avez mentionné un peu tantôt. Je pense que soigner pour les infirmières, les préposés, les infirmières auxiliaires et les autres intervenants, bien, c'est un art, mais c'est aussi une science qui demande des connaissances. Puis il ne faut pas banaliser les compétences que ça demande, parce que quand on banalise les compétences que ça demande, bien, par le fait même, on banalise tous les soins que sont en droit de recevoir les résidents et leurs proches. Alors moi, ce que je nous souhaite comme gens de différents horizons, c'est qu'on ait plus d'infirmières déviantes positives dans nos milieux et que la norme, c'est à toi que les déviantes positives deviennent la norme, donc qu'elles arrêtent d'être déviantes. Donc, merci. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Bourbonnais, pour ce point de vue éclairant sur les infirmières. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la table qui voudrait rebondir immédiatement sur ces propos ou on garde ça pour la fin? Normalement, on peut garder pour la fin. Vous préférez qu'on garde ça pour la fin? Quelque chose de rapide. Parfait. Parfait. Alors, je vais céder à nouveau la parole maintenant à M. Yvon Riendeau, qu'on a eu la chance d'entendre un petit peu précédemment. Je vous rappelle que M. Riendeau est gérontologue social, sexologue, enseignant aux préposés aux bénéficiaires et chargé de cours à l'UQAM en gérontologie sociale. Alors, cette fois-ci, on va entendre M. Riendeau sur la question suivante. Alors, comment la formation académique des préposés aux bénéficiaires reflète-t-elle la réalité du travail dans les CHSLD? En attendant, tu peux juste rappeler le monde qui sont supposés d'écrire des questions? Oui, alors on veut que je vous rappelle que pour la période de questions à la fin, cette fois-ci, on privilégie les questions par écrit. Donc, veuillez noter vos questions sur un papier ou demander l'aide de nos bénévoles pour vous aider à le faire. Et tout à l'heure, Mme Namiache va gérer la période de questions avec les notes que vous aurez préparées à l'avance. Alors, je vous remercie. Donnez les questions à les étudiantes pour donner... Alors, si vous avez bien entendu, Madame, on veut que vous remettiez votre papier avec la question à l'équipe de bénévoles. Oui, il faut lever les mains. Si vous avez écrit une question comme ça, les étudiants peuvent venir le chercher. Oui, exactement. OK? Ils sont là-bas. Je vois qu'ils se mettent debout. Ils sont partout. OK? Merci. Vas-y. Alors, Antonin? Voilà. Donc, 10h07. Peut-être d'entrée de jeu, se rappeler que la formation des PAB au Québec, elle a subi des transformations majeures. Maintenant, nous sommes depuis 2 mois maintenant dans la nouvelle mouture de la formation professionnelle qui s'appelle Assistance à la personne en établissement et à domicile. Maintenant, un DEP pour former 2 métiers, préposé aux bénéficiaires et auxiliaire aux services de santé et sociaux, communément appelés les A3S. Par contre, plus ou moins en date d'aujourd'hui, dans les recherches de encore Couturier et Aubry, on a 53% des PAB présentement au Québec qui ont une formation professionnelle, n'est-ce pas, un DEP. Et la formation professionnelle, elle
Elle a été, je dirais, inaugurée en 1986 par le gouvernement du Québec parce qu'à l'époque, il y avait zéro. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans... Bon, comme PAB, j'ai commencé il y a 40 ans. Il n'y en avait pas de formation. C'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Mais en 86, on s'est retrouvé avec, comment dirais-je, de 0 à 54 heures. 54 heures de formation entre vous et moi, c'est pas énorme. Mais c'était le début, en principe, dans les endroits publics. Ça a passé à, excusez-moi, dans les endroits privés, désolé, dans les organismes privés. 54 heures plus un stage d'une semaine. 120 heures par la suite, on a connu au Québec. 330 heures. Et là, évidemment, il y a eu un autre coup de théâtre où l'État a mentionné que la formation pourrait se développer en 630 heures. Donc, il y a plusieurs PAB qui ont une formation de 630 heures. Par la suite est arrivée la mouture 750 et depuis cette année, ben, comme je mentionnais initialement, 870 heures, mais attention, pour 2 métiers. Donc, présentement, il y a quand même un effort soutenu de former la main-d'œuvre. Et on parle beaucoup, évidemment, du réseau de la santé, les CIS, les CIUS et compagnie. On parle, vous l'aurez deviné, de la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui est un peu comme le phare de la pratique ou des pratiques en milieu clinique. Et évidemment, la notion de droit, qui est fortement, et j'insiste, fortement enseignée au niveau des DEP. L'approche milieu de vie, alors vous avez vu que j'ai mis en vert AMV pour être congruent avec la présentation de ce matin. L'approche milieu de vie, non seulement elle est enseignée, mais c'est encore, à moins que ça change dans quelques années, le cadre de référence dans lequel nous sommes. Les besoins d'Anderson, on aura deviné que qui dit PAB va dire les 14 besoins de Virginia Anderson. Elle les avait amenés, rappelez-vous, en 1918. Et la pyramide de Maslow, fortement aussi enseignée au PAB. Abraham et Herbert Maslow, on se rappelle, 1952, pyramide de Maslow, c'est fortement enseigné, incrusté, je devrais dire, au niveau des PAB, la relève PAB. L'approche Kubler-Ross dans les stades du deuil, stade du mourir, très, très, très présent, pour ne pas dire omniprésent, en toile de fond. Et l'approche géronto-gériatrique, donc pour tout ce qui entoure forcément les approches aux personnes en déficit cognitif, léger, moyen, sévère, et ainsi de suite. Et les démences associées, incluant la célèbre démence Alzheimer, qui prend quand même 65 % du portefeuille des démences. Alors, partant de là, il y a quelque chose qui, à mon humble avis, s'installe de plus en plus d'une façon varié pour les milieux de travail. Mais la profession, le métier et profession, c'est une formation de 30 heures où on a, je ne ferai pas complet, vous allez voir, mais où on parle effectivement du profil de l'emploi. Qu'est-ce que ça prend pour être PAB en 2018? Les dures, et j'ai souligné, vous le voyez à l'écran, les dures réalités du travail de PAB, un petit peu avec ce qu'on entend depuis la matinée, puis je suis convaincu que cet après-midi, on va y faire allusion. En relation aidante, il y a un volet important sur la connaissance de soi, très important, la communication, évidemment, et la communication adaptée, non seulement à la clientèle. On a vu tantôt M. Pilote qui nous parlait de la dystrophie musculaire de type Becker, donc non seulement à l'ensemble des profils de santé physique, mais évidemment aussi aux soins palliatifs et à tout ce qui entoure également les clientèles en santé mentale, et également en déficit cognitif. Approche relationnelle, c'est, encore une fois, un module ultra important. C'est un 60 heures. Santé mentale, maladie mentale, déficit intellectuel, troubles envahissants du développement, géronto-gériatrie, la liste est longue. Démence et démence adaptée aux, évidemment, excusez-moi, approche adaptée aux résidents. Encore là, ce matin, j'avais 80 %. Là, j'étais un peu conservateur, plus ou moins 75 % de la clientèle qui est hébergée en longue durée présente l'une ou l'autre, n'est-ce pas, des démences associées ou une démence de type Alzheimer ou une démence associée, on s'entend que les déficits cognitifs sont omniprésents. Donc, il y a une emphase pour rassurer la salle, il y a une emphase très importante pour la relève. Je dirais que ce que je vous présente à date est aussi même gabarit qu'on avait depuis 2007. Donc, depuis 10 ans, on fraye dans ces eaux-là. Besoin de clientèle, santé mentale, évidemment, et santé physique. Donc, tout ce qui est corps humain, tout ce qui est l'ensemble des problématiques de santé et des maladies associées. Évidemment, je vais rapidement. Infection, virus, mesure universelle, asepsie, une emphase très importante est mise aussi pour les PAB. Bon, le célèbre PDSB, vous le voyez apparaître à l'écran vers la fin. Le célèbre PDSB, 120 heures, c'est demeuré comme avant. Les équipements, le matériel et aussi tout ce qui entoure les soins aux résidents de tout profil, avec des simulations. On ne travaille pas sur des mannequins, on travaille avec des vrais gens. Hier, je me suis fait raser parce qu'on rase des vraies personnes, on a des vrais invités, on n'a pas des vraies personnes en phase terminale, mais on essaie d'avoir le plus possible de personnes qui viennent dans les DEP pour donner au PAB la meilleure qualité possible. Fin de vie, évidemment, les soins palliatifs, le deuil, et maintenant, on a introduit, vous l'aurez deviné, l'aide médicale à mourir.
Et nous avons, pour ceux et celles qui font carrière dans le résidentiel privé, la loi 90, les soins invasifs et la distribution de médicaments. Alors donc, je vous donne à peu près le tiers de, et la dernière ligne du bas, premier secours, et j'ai rajouté en vert, et beaucoup, plus 3 stages. Un stage en milieu hospitalier, un stage en longue durée et un stage maintenant en CLSC. La formation des PAB, pour conclure, c'est évidemment la formation des mises en garde. Un petit peu avec ce qu'on a entendu ce matin, la formation des mises en garde. En ce sens que, quand je dis mise en garde, c'est pas péjoratif, évidemment, c'est qu'on parle beaucoup de l'éthique professionnelle et peut-être des manquements à l'éthique professionnelle en milieu de longue durée. On parle de climat de travail désirable et indésirable, avant même les stages. On parle de métacognition. Se connaître, se regarder penser, se regarder faire, dont on parlait des savoirs pratiques, les savoir-faire, les savoir-être. On mise beaucoup sur, évidemment, la métacognition. Et la compassion, l'altruisme, le tact, avec des mises en situation, des capsules de médiathèque, n'est-ce pas, avec notre collègue tantôt qui apparaît dans la médiathèque, vous allez voir, M. Genot. Ceci dit, la culture du blâme, ça, on y parle parce qu'il y a l'omerta dans beaucoup de milieux d'hébergement de longue durée. Donc, on dénonce un peu la culture du blâme. Bref, on fait des réflexions, des séminaires sur le sujet. On parle beaucoup de perception sociale des PAB. J'entends, je vois la littérature, je lis, je vois les journaux. Souvent, que ce soit TVA ou une autre chaîne d'émissions de télé, on sent, ou bref, les nouvelles, on sent que souvent, puis je m'excuse de le dire comme ça, c'est un public cible. Hein? Les PAB, souvent, on en parle dans la maltraitance. On va souvent, on dirait qu'ils sont devenus un peu des boucs émissaires. Bon, je ne dis pas ça par favoritisme, là, je dis ça par constat. Donc, on parle beaucoup de la perception sociale. Quand j'ai fait, n'est-ce pas, les travaux sur le sujet, il y a des gens qui me disent, M. Riendo, on ne sait même pas si on aura une relève en 2000, 2010, 2015. On a une relève. Et je suis très excité de vous dire que de plus en plus, nos étudiants, futurs PAB, 18, 21, 22, 24, 25, 30 ans, il y a une relève. C'est très intéressant, mais en même temps, cette relève-là doit être, comment dirais-je, amenée en formation à la réflexion, pas uniquement sur les tâches. Les tâches représentent 40 de la formation professionnelle, 60 c'est les attitudes et les façons de faire. On parle beaucoup de l'organisation du travail, tel que j'en ai parlé ce matin. Les 3 quarts de travail, on parle de hiérarchie, où on peut parler de leadership démocratique horizontal, mais on parle aussi de hiérarchie et de verticalité, selon certains titres d'emploi, à l'égard des PAB. La gestion du temps, gestion du stress, beaucoup au niveau de la qualité, on l'aura deviné, mais on parle, et je m'excuse de vous le souligner comme ça ce matin, un peu de l'omerta, ce qui amène la loi du silence, et vous êtes sûrement ceux et celles qui connaissent bien le réseau, dans le collectif des PAB. Donc, on essaie de dénoncer, n'est-ce pas, c'est bien ou c'est moins bien traitance. On essaie de dénoncer ces intimidations multiformes pour que la nouvelle relève entre avec un œil. On parle de l'âgisme, évidemment, de l'intimidation et de tout ce qui s'ensuit. Alors, l'importance de se valoriser et d'être valorisé. Ce matin, vous avez remarqué 5, 10, 15 minutes. Si un jour, le leadership infirmier est vraiment réellement assumé en longue durée, si un jour, je parle au niveau du personnel subalterne, entre guillemets, si un jour on a des capsules de ventilation, de favorisation, de valorisation, de sensibilisation, on aura des meilleurs milieux d'hébergement de longue durée. La dernière diapo, c'est que la formation, elle est, on l'aura deviné, pour adultes qui désirent, pour moi c'est une conclusion importante, qui désirent aider, mais aussi soigner. Les 2 vecteurs sont importants. Les soins, ne vous en faites point, sont très à l'agenda de la formation, mais l'aide comme telle, l'assistance, dans le respect, on l'aura deviné, dans la dignité. Donc, je pense qu'on brasse tous les éléments, tous les ingrédients pour arriver à quelque chose d'important. Évidemment, 80 quelques commissions scolaires. Bon, évidemment, il y a des commissions scolaires qui ont 20, 21 groupes, d'autres en ont 2, d'autres en ont 6. On n'a pas de contrôle sur ce qui se dit une fois que la porte est fermée dans les écoles par les enseignants. C'est évident, mais je pense être optimiste en disant, que ce soit chez nous à Châteauguay ou ailleurs, que je pense que, grosso modo, on essaie de faire non seulement un travail important, mais avec une clientèle étudiante qui va entrer, tête première, dans un milieu ingrat, j'ai pas peur de le mentionner parce que vous savez de quoi je parle, un milieu parfois difficile, dans un contexte de travail où la reconnaissance des PAB est pas toujours évidente, et même celle de certains résidents ne l'est pas plus. Alors, ceci dit, souvent sans parole, souvent dépossédé dans certains cas. Donc, on mise sur la qualité, évidemment, dans le contexte actuel 2018. C'était à peu près, c'est marqué fin, end. J'arrête. Oui,
Je veux juste annoncer pour ceux qui ont écrit des questions, pouvez-vous lever les mains à n'importe quelle minute et puis les bénévoles vont venir chercher vos questions. OK? Pas pour demander, mais pour donner écrit. Et on va passer pendant la présentation, dont au moment de période de questions, on va avoir déjà les questions prêtes. Merci. Alors, je remercie M. Riendeau pour sa présentation toujours aussi dynamique et j'espère avoir l'occasion de l'entendre tout à l'heure sur la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires dont on a entendu parler dans les médias cet été. Donc, j'aimerais avoir son opinion tout à l'heure sur cette question-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre prochain conférencier, M. Daniel Genot. Alors, M. Genot est directeur des services d'expertise en psychogériatrie, enseignement et consultation, donc le CEPEC, qui offre des services de consultation spécialisés dans la gestion des troubles de comportement chez la personne hébergée avec déficit cognitif aux organismes du réseau de la santé. Alors, Monsieur Genot, la question qui a été préparée pour vous, c'était, on voulait vous entendre par rapport à l'approche optimale et on aimerait que vous nous expliquiez comment on peut l'implanter dans les milieux qui préconisent les médicaments comme solution. Bonjour. 1, 2, 1, 2. Ça marche? Non? Bonjour. Bon, ça marche. Je remercie Handicap Vie Dignité de l'invitation qui m'a été faite d'être ici sur ce panel. Je suis très impressionné, c'est un honneur. Approche optimale. Depuis 30 ans, je travaille comme neuropsychologue en psychogériatrie auprès des gens qui ont des problèmes de comportement avec déficit cognitif. Et une grande partie des consultations pour lesquelles j'avais à répondre impliquaient des situations de soins, des bains, des toilettes, où il y avait des gens dont on disait qu'ils étaient agressifs, opposants, agités, etc. Et à chaque fois que je rencontrais les équipes de soins, je demandais comment ça va le bain avec telle dame, les gens me disaient c'est l'enfer, elle refuse, elle nous frappe, elle graffigne, elle crie. Puis après la rencontre, il y avait toujours un préposé qui venait me voir qui me disait « Bien, moi, je n'ai pas de problème avec madame. » Puis quand j'allais voir pourquoi ils n'avaient pas de problème, bien, je m'apercevais que c'était leur attitude, leur approche, le climat dans lequel le soin se faisait, la façon dont ils allaient chercher le consentement. Et je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait développer pour prévenir l'agitation lors des soins. On dit souvent que les résidents sont agressifs. J'aimerais mieux qu'on parle plutôt de défensifs. Parce qu'en fait, ils se sentent agressés par la façon dont on fait les soins. Donc, l'approche optimale, j'ai rien inventé. C'est une synthèse que j'ai faite à partir des observations auprès de ces préposés qui, justement, avaient le tour, comme on dit, et aussi des différents courants de formation qui existent aux États-Unis, en France, en Angleterre. Je pense aux États-Unis, par exemple, le courant Batting Without a Battle, qui a fait des publications, des recherches, qui a donc conçu des contenus de formation qui ont été diffusés dans tous les nursing homes américains. L'approche optimale, essentiellement, c'est quoi? Bien, c'est une approche centrée sur la personne qui vise à remettre la personne au centre du soin. En une phrase, que les résidents ne soient plus des objets de soins, mais des sujets d'une rencontre dans laquelle des soins leur sont offerts. Offerts, parce qu'ils peuvent dire non, ils ne sont pas obligés. Cette approche, donc, se déroule en une journée de théorie ou plus si on a besoin de mise à jour au niveau des connaissances, et surtout 2 ou 3 jours pratiques où on accompagne les préposés dans les soins en leur demandant au début du stage de faire la liste des résidents avec lesquels ils ont le plus de difficultés. Et c'est avec eux qu'on va implanter l'approche dans la pratique. Moi, j'ai la conviction que de dire, c'est bien, mais de faire avec, c'est beaucoup mieux. Et quand ils voient le monsieur qui habituellement les frappe, leur dire merci avec un grand sourire, ça touche les émotions. Puis là, ça peut plus changer les comportements que de simplement leur dire voici comment il faut faire, etc. L'approche optimale, c'est une approche dans laquelle il y a une rencontre. On n'arrive pas dans une chambre, bang, bang, bonjour madame, je viens faire votre toilette. Il faut se présenter, il faut faire une rencontre. C'est une personne qu'on rencontre. La notion de consentement est très importante. Je me suis demandé pourquoi on faisait tant de soins sans consentement. Puis je me suis rappelé, est-ce que je suis déjà allé chez le médecin et qui m'a demandé, Monsieur Genot, consentez-vous à ce que je vous examine? Ça m'est jamais arrivé. Le médecin, il dit, déshabillez-vous, puis je le fais.
Mais il y a une raison très simple à ça. S'il me demandait « Consentez-vous à ce que je vous examine ?» je lui dirais « Mais docteur, pourquoi vous pensez que je suis venu vous voir? » Il y a un consentement implicite dans les soins entre gens qui n'ont pas de déficit cognitif et un soignant. Je suis là pour ça, donc je consens. La personne âgée hébergée qui a des déficits cognitifs, elle n'a pas consenti à être là. Elle ne sait peut-être même pas pourquoi elle est là. Et là, on arrive comme si on avait un consentement implicite. Or, c'est faux. Ça nous prend un consentement. Un consentement qui va être implicite par son attitude ou un consentement explicite, mais il faut un consentement. De l'approche vise aussi à tenir compte du confort physique. Est-ce que c'est agréable de recevoir un bain avec un lève-personne ou une douche quand on a froid? C'est sûrement pas très agréable. Il y a des façons, des techniques de soins pour augmenter le confort, diminuer l'agitation. Dans les cas ultimes, pensons à la technique du bain-serviette qui a été proposée par l'équipe américaine, technique de soins dans laquelle les gens sont lavés avec une serviette chaude imbibée d'un savon sans rinçage, dans lequel on les enveloppe avec une technique de massage. Ça ressemble au spa. Une dame, par exemple, après un bain-serviette, nous a dit « Aujourd'hui, ça a été un jour merveilleux ». Ben ça, c'est le fun d'entendre ça après un soin en CHSLD. Soigner l'estime de soi. Si vous saviez le nombre de gestes qu'on fait au quotidien dans les soins qui volent l'estime de soi du résident. Quelqu'un a déjà dit, je te dis que quand tu arrives en CHSLD, tu n'es plus grand-chose. On perd son identité, on perd sa valeur de personne, on devient un objet de soin. Mais moi, j'ai la conviction que si une infirmière ne peut pas faire un travail de nursing sans avoir la liste des médicaments et les diagnostics, elle ne peut pas non plus faire une approche centrée sur la personne sans avoir un minimum l'histoire de vie des gens dont elle s'occupe. Et savoir l'histoire de vie permet de recadrer complètement la relation. Et là, c'est plus juste un malade qu'on a devant nous, c'est une personne qui a une histoire, qui a une expertise, qui peut nous apprendre des choses. Si, par exemple, je rentre dans une chambre et je vois une dame dont je sais qu'elle était fleuriste, puis il y a un bouquet de fleurs sur sa table, je sais de quoi lui parler pour rentrer en relation. Elle va peut-être m'apprendre des choses, je lui redonne de l'estime de soi. De plus, l'histoire de vie permet de comprendre beaucoup de comportements. Un petit exemple, un monsieur sortait de sa chambre, se promenait dans les autres chambres, rentrait dans les chambres, discutait avec les autres résidents, allait sur les autres étages, puis on disait que c'était un résident qui faisait de l'errance invasive. Alors que dans l'histoire de vie, ce qui est ressorti, c'est qu'il était médecin dans un hôpital. Et quand ça s'est su, ils l'ont laissé faire, et effectivement, ils ont donné comme un faux dossier, il prend des notes, il se promène, il pose des questions. Moi, j'ai dit, soyez sûr qu'il n'était pas gynécologue, mais sinon, laissez-le faire. Urologue. Ça nous met sur une bonne piste d'intervention. OK, les résultats de cette formation, écoutez, ce qu'on nous dit, c'est on ne voit plus le résident de la même façon. Un préposé un jour disait, j'ai réalisé que les résidents puis nous, on est dans le même monde. C'est une façon de dire, finalement, ce sont des personnes. On nous dit qu'on a coupé les médicaments avant les soins et que certains médicaments quotidiens, certains psychotropes ont été coupés parce qu'ils n'étaient plus utiles, que le personnel est plus satisfait de son travail. Une préposée, par exemple, qui était à 5 ans de sa retraite, nous dit, suite à la formation, elle dit, moi, j'attendais ma retraite comme un prisonnier contre les jours. Mais elle dit, là, je vois le bien que je peux faire, puis elle dit, j'aurais le goût d'en faire encore un peu plus. C'est génial. Comment implanter ça en CHSLD? Écoutez, un directeur dans un CHSLD m'expliquait un jour la notion de valeur. Il dit, toi, quand tu reçois ta paye à la fin de la semaine ou à la fin du mois, peu importe, il dit, il y a des choses que tu n'as pas le choix de payer. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ta nourriture, il faut que tu payes tes impôts. Mais il dit, il te reste toujours de l'argent à la fin. Et là, on voit tes valeurs. Est-ce que tu achètes de la musique, du théâtre? Est-ce que tu mets ça sur du sport? Est-ce que tu achètes du mobilier? Est-ce que tu achètes des vêtements? Là, on voit tes priorités, tes valeurs, parce que là, tu as une certaine liberté d'exercice. Mais dans CHSLD, c'est pareil. Un coup qu'on a payé les salaires, les ci, les ça, les médicaments, tout ça, il reste du budget. Puis c'est là qu'on peut décider de remettre plus sur la formation du personnel, d'en mettre plus sur les locaux, sur le décor, etc. Et là, on voit les valeurs. Donc, je vous dirais, longtemps, c'était dépendant des valeurs d'établissement. Et j'ai des établissements où j'ai fait de la formation où je serais hébergé là n'importe quand. Parce que le personnel a une approche centrée sur la personne, une approche où ce sont des personnes qui soignent, et non pas juste des objets de soins. Par contre, il y a d'autres CHSLD où on n'a pas ces valeurs-là.
Comment implanter quand on n'a pas ces valeurs-là? Bien, ici, il y a bien des gens que si on n'était pas obligé de mettre un peu de budget sur nos impôts, mais peut-être qu'on ne les paierait pas. Je pense, moi, qu'il faut qu'il y ait un encadrement, une réglementation, un peu comme ça a été pour le modèle milieu de vie. On sait, par exemple, CHSLD, Yvon Brunet, ils avaient développé le modèle milieu de vie avec Germain Harvey. Ils avaient fait des choses formidables, mais c'était une initiative locale et est arrivé, à un moment donné, en 2003, les orientations ministérielles, et là, on n'a pas le choix que d'aller vers un milieu de vie, et ça s'est implanté un peu partout. Dans les dernières années, on a vu un recul. Les priorités ont changé. Les regroupements ont fait que les gestionnaires se sont un peu éloignés du milieu, les gestionnaires de haut niveau. Les budgets ont été un peu réalloués. Il faut une volonté politique. On le voit, mais là, les volontés politiques s'expriment sous des détails. Pensons, par exemple, aux patates en poudre. Ma blonde n'est pas contente quand je dis ça, mais moi, j'aime ça, les patates en poudre. Je trouve pas que c'est mauvais, puis ça ne me désolerait pas d'en manger. Mais on a mis l'accent sur des choses qui étaient vendeuses politiquement et au niveau des médias. Les deux bains. J'ai plus souvent rencontré de gens qui n'en voulaient pas du bain que de gens qui en demandent deux. Mais il y en a qui en veulent deux, puis il y en a qui en veulent trois. Est-ce qu'on peut individualiser? Là, c'est rendu, ça prend les deux bains. Vous voyez? Donc, quand il y a une volonté politique, on y arrive. Il faudrait quelque chose comme le Obra Act de 1987 aux États-Unis qui a obligé... C'est une loi. On dit, par exemple, pour qu'un psychotrope soit prescrit, il faut qu'il y ait une indication clinique notée et documentée au dossier. Et si le psychotrope est prescrit pour un trouble de comportement, il faut qu'il y ait une dangerosité pour soi ou pour les autres et qu'on ait démontré dans le dossier que les autres approches ont été inefficaces. Et si ce n'est pas le cas, bien, il y a une amende qui est versée. Donc, il faut un encadrement. Un coup que cette loi-là soit passée, idéalement de plus petites structures, et un encadrement aussi au niveau local. Je finis sur un exemple. Un jour, je suis assis avec une chef d'unité et je vois une préposée qui passe et qui parle à une résidente en la tutoyant. Et là, je dis à la chef d'unité, je dis, il me semble qu'ils n'ont pas le droit de tutoyer les résidents comme ça. Puis elle me répond, je le sais. Pourtant, ils ont eu une formation, mais ils continuent encore. Mais ma réponse a été, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des endroits où il y a un avis disciplinaire pour des situations comme ça et les gens ont arrêté de tutoyer. Donc, il faut aussi un encadrement. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Genot, pour cette présentation très concrète et très inspirante de bonnes pratiques qu'on voudrait voir s'étendre à la grandeur des CHSLD au Québec. Je cède maintenant la parole à notre dernière conférencière avant la période de questions. Alors, Madame Nicole Poirier, cette fois-ci, Madame Poirier, qui est directrice et fondatrice de Carpe Diem, donc un centre de ressources en matière d'Alzheimer. Alors, Madame Poirier, on voulait l'entendre à propos de la qualité des leçons apprises à Carpe Diem qui pourraient être importées dans les CHSLD pour les transformer en milieux plus humains qui respectent davantage les droits des résidents et qui assurent la bientraitance des personnes qui y résident. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de venir partager avec vous un petit peu l'expérience de Carpe Diem à Trois-Rivières. C'est une maison qui existe depuis 1996 et ça nous a pris 10 ans de travail à essayer de convaincre le gouvernement pour démarrer Carpe Diem. Puis finalement, on n'a pas eu cette autorisation-là et on l'a démarré avec des bénévoles, des familles, dans un ancien presbytère. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Nous, ce qu'on nous disait, c'est ça ne marchera pas, votre projet, parce que c'est un peu trop fou, c'est trop dangereux. Vous voulez accueillir des personnes qui sont malades dans une vraie maison, avec une cuisine, avec un escalier. Vous voulez que la porte soit déverrouillée pour que les gens ne se sentent pas enfermés dans la maison. Ça ne peut pas marcher. Vous niez la maladie. Ils nous avaient dit ça. Alors, nous, notre hypothèse, c'était que si les gens vivent dans un lieu qui est le plus normal possible, jour et nuit, il y aura moins de troubles du comportement. Il y aura moins de désir de quitter puis de, entre guillemets, fuguer. Il y aura moins de ce qu'on nomme errance. Et si le personnel vit avec les personnes, au lieu d'être un soignant au-dessus d'une personne malade, si on fait les gestes du quotidien avec elle, que ce soit préparer un repas, passer le balai, faire de la vaisselle, ça va permettre à leur capacité d'être toujours au maximum. Donc, on a démarré comme ça la maison. Et puis, étant donné le temps que j'ai, je préfère vous laisser faire une petite visite de la maison.
il y aura des réponses à la question dans le vidéo. C'est intéressant, le vidéo, parce que ce sont 2 jeunes Français qui m'ont appelé au printemps puis qui m'ont dit, nous, on fait des reportages sur les aînés dans différents pays, un pays par mois. Et on dit ici, on voudrait venir voir comment ça se passe à Carpe Diem. Déjà, je me disais, c'est intéressant que des jeunes dans la vingtaine s'intéressent à la réalité des personnes qui vivent hors de leur milieu familial. Alors, c'est le résultat de leur travail qu'on peut voir aussi sur Facebook si vous le voulez. Alors, s'il vous plaît, merci. On n'est pas à Québec, on est à Trois-Rivières. On se revoit plus tard. Ben, OK. Bye. Il y a plusieurs principes à l'approche Carpe Diem. On tient compte, évidemment, des difficultés des personnes, mais on oriente surtout notre regard sur leur capacité, sur ce qu'elles sont encore capables de faire. Il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer ou apparentées à la maladie d'Alzheimer. On me dit souvent, vous faites quoi pour éviter que les gens fuguent? Ça, les fugues, là. Moi, je dis, bien, la première chose, il faut que les gens puissent sortir tous les jours. Si tu sors à tous les jours, là, tu vas avoir moins envie de t'enfuir, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu aies envie de rester. Donc, pourquoi je reste? Je reste parce que ça sent bon. Je reste parce que je mange bien. Je reste parce que je suis utile. Je reste parce que le monde me parle, me regarde, m'accompagne. Parce qu'il n'y a pas de blues, puis que je ne suis pas le malade pris en charge par des intervenants. Je reste parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres. Quand on regarde la vie ici, là, c'est pas évident de savoir qui est malade puis qui ne l'est pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en haut? Des salles de bain, des armoires. J'ai rien à voir, ça. Mais c'est beau. Oui, Oui, c'est beau. je trouve ça beau. Ben, moi, je trouve ça beau. Ça dépend des... Oui, il y a des cathètes qu'on y voit tout à l'heure. Voulez-vous monter tout de suite? Oui. C'est sûr que quand on voit des escaliers, ça peut faire peur. Je pense pas que j'ai monté ici. Mais quand on connaît la maladie et qu'on connaît les atteintes de la personne, on sait certaines choses qui doivent être évitées. En 23 ans, il y a eu 2 chutes dans les escaliers. Il y a eu plus de chutes sur le plancher. Ensuite, la cuisine, on nous disait, mais là, les gens vont se brûler, vont se couper, les repas vont être ratés. Quand il y a eu des repas ratés, c'était pas à cause des personnes qui habitent ici. Même du Là, fromage. il faut que ça brûle. Faut que ça brûle. Il faut de l'organisation, puis beaucoup d'observation, parce qu'on entend la porte, il faut observer dehors. On évalue chaque personne. Il y en a qui peuvent aller marcher loin. Il y en a d'autres qui se sentent moins aussi à l'aise d'aller marcher, fait qu'on va marcher avec eux. Si on arrête de faire certains gestes, on les perd. Il faut que, malgré la maladie, on soit capable de créer ce lien de confiance qui va faire en sorte qu'elle va, avoir envie de faire les choses avec nous et elle va nous faire confiance pour faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas fait. Une espèce de gros canot. Vous avez pas eu peur? Ben non. Moi, je suis habituée d'aller sur l'eau à Champlain. Notre objectif, c'est pas de prendre des risques, c'est d'accompagner une personne selon ses désirs, ses besoins, et même si ça comporte des risques. Je pense à un homme qui a une maladie qui touche ses fonctions intellectuelles fortement, mais qui a quand même la capacité de marcher et de protéger devant les risques. Je pense qu'il doit faire plusieurs kilomètres par jour. Il faut que son droit de marcher soit respecté et que nous, on s'organise. Au moment où on monte les tables, où on prépare le repas, c'est important qu'ils viennent en haut pour qu'ils puissent s'occuper en haut, parce que sinon, ils risquent de manger ou de toucher aux tables qui sont déjà montées. Ça lui permet de continuer de marcher normalement, mais de ne pas se faire dire non à chaque fois. En ce moment, il y a 14 personnes qui habitent ici. Parmi celles-ci, il y a aussi des personnes qui font des allers-retours à domicile. L'accueil de jour progressif est parallèle à l'accompagnement à domicile. Si j'ai été accompagnée progressivement, je vais comprendre que je suis là, puis pour quelle raison je suis là. On n'est pas au Canada, là, on est au Québec. Il y a une grosse différence. Carpe diem signifie « met à profit le jour présent ». Alors, à chaque matin, on regarde comment on construit la journée en fonction de la saison et du moment. C'est comme une vraie maison et la porte est toujours déverrouillée. On voit du style. OK, merci. Donc, mais j'en profite pour remercier aussi mes collègues qui sont ici de Carpe Diem, parce que c'est eux qui font vivre la vie à la maison. Merci.
Donc, qu'est-ce que ça nous apprend ou qu'est-ce qu'on pourrait peut-être exporter en CHSLD? D'abord, je suis certaine qu'il y en a qui se disent « Ah, mais les gens à Carpe Diem, ils sont moins malades que dans les CHSLD. » Sûrement qu'il y a des personnes qui sont plus en début de maladie, mais ils sont tous dans une situation où ils ne peuvent plus vivre à domicile. Donc, peut-être qu'ils seraient orientés en CHSLD. Plusieurs personnes, selon les évaluations classiques, ça ne paraît pas comme ça parce qu'on est dans une vraie maison, mais vous voyez quelqu'un qui marche, mais peut-être que l'homme en question, en même temps, a déjà été dans un autre milieu où il y avait juste un couloir pour marcher. Eh bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, on pense plus à une réponse médicale parce que pour lui, ça dérange les autres et pour le personnel, c'est pas possible. Donc, évidemment que... quels sont les droits? Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des droits qui sont pour nous non négociables? Il y a une dame qui m'a déjà dit, quand elle est arrivée à Carpe Diem, elle disait, moi, je ne fais pas d'Alzheimer. Là, je dis, bien, elle me disait, est-ce que j'ai l'air d'une Alzheimer, moi? Là, je lui dis, c'est quoi une Alzheimer? Là, elle me dit, c'est perdre ses droits, souffrir d'Alzheimer. Donc, pour elle, admettre qu'elle faisait de l'Alzheimer, ça voulait dire perdre ses droits. Donc, nous, on s'est dit des droits tout simples dans la vie quotidienne. Se lever la nuit, par exemple. Quand vous vous êtes levé la nuit dernière, est-ce que vous vous êtes félicité de vous lever la nuit, puis est-ce que vous vous êtes trouvé chanceuse de vous lever? C'est un droit qui est tellement fondamental qu'on ne pense même pas à l'exprimer, se lever, aller aux toilettes. Nous, on s'est dit, ça ne sera pas un trouble de sommeil ou un trouble du comportement si la personne se lève, comme vous et moi, pour aller aux toilettes, peut-être pour manger. Ça ne sera pas une demande exagérée de manger une petite croûte la nuit. Tu vas mieux dormir après qu'avec une pilule pour dormir. Un autre droit aussi, pouvoir, par exemple, exprimer son refus, exprimer son désir de partir, pouvoir marcher sans être étiqueté d'errance. Les étiquettes, la façon dont on parle est un début d'enfermement aussi. C'est un droit important. Un droit aussi qu'on ne fasse pas à la place de la personne. Souvent, à cause du temps ou par incompréhension, on fait à la place. Alors, ce qu'on a appris aussi beaucoup comme message, c'est comment on peut aller vers la bientraitance. 3 points. 1, mieux former le personnel. Vous en avez parlé. On peut être maltraitant par manque de connaissances. Il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer. Alors, si une personne ne mange pas par elle-même, il y a des raisons, il faut trouver pourquoi. Donc, ne pas faire à la place, être plus compétent, soutenir le personnel, vous en avez dit beaucoup. On peut devenir maltraitant par épuisement, pas parce qu'on est mal intentionné, et aussi axer beaucoup sur l'organisation. Une organisation peut être en elle-même maltraitante par sa rigidité. Donc, assouplir les organisations, vous en avez parlé. Donc, c'est 3 points qui me semblent importants dans lesquels on essaie de travailler toujours au niveau de l'organisation jour et nuit. Comme recommandation ou comme idée, on a parlé d'un nouveau gouvernement. Il y a des maisons des aînés qui ont été annoncées. Pourquoi pas profiter aussi de ces maisons des aînés pour que le gouvernement innove, sorte des cadres, expérimente des nouvelles façons de faire. Le personnel a besoin de ça. Si on veut qu'ils soient attirés par le travail, il faut leur offrir autre chose que des cases dans lesquelles ils répètent à répétition les mêmes gestes, être plus dans la globalité, dans l'accompagnement global des personnes. Donc, et aussi, moi, si ça vous intéresse, j'ai écrit un mémoire dans le cadre du projet de loi 115 qui s'appelait « Pour lutter contre la maltraitance ». Le mémoire, c'était justement, puis ça tombe bien avec la journée d'aujourd'hui, c'est agir pour la bientraitance afin de lutter contre la maltraitance. Puis c'est des aspects qui sont plus globaux et plus précis aussi afin d'agir dans le quotidien. Alors, je pense qu'on a un nouveau gouvernement, c'est le temps d'agir politiquement pour que les choses changent. Puis une journée comme aujourd'hui, ça permet justement d'espérer que ça change. Merci. Alors, je remercie sincèrement nos 5 conférenciers qui nous ont fait vraiment des présentations inspirantes, prometteuses pour l'avenir, positives, hein? Parce qu'on est souvent dans les regrets puis dans la déception quand on regarde des fois la qualité des soins, mais il y a des perspectives intéressantes pour l'avenir. Alors, je les remercie beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Mme Namiache. Si vous n'avez pas remis vos questions, je vous rappelle qu'il faut le faire, donc remettre les papiers aux bénévoles et on va s'occuper de les transmettre maintenant à nos conférenciers. Honnêtement, si on finit toutes ces questions, je pense que vous allez être ici pendant tout l'heure de l'année. Mais
Merci beaucoup pour les questions. Et je répète aussi que les questions peuvent être en anglais ou en français. Yes. Yes. This is the last question that I just received, so we will go with those. At the bottom. Okay, at the bottom. Je pense qu'on a eu des présentations très intéressantes, vraiment, et très différentes. Les points de vue très différents. Donc, je trouve extrêmement intéressant de voir qu'est-ce que vous avez comme question. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais commencer à les lire. La première. Oh, c'est en anglais, justement. It's for you, Monsieur Riendo. Comment est-ce qu'on obtient une copie du document mentionné par Anne Bourbonnais? Cheating, I think. We need. Nous avons besoin de plus de supervision de des gens qui sont en formation lorsqu'on se sert d'étudiants pour combler les écarts dans les soins. Anne, peut-être vous avez En des anglais? choses aussi. Voulez-vous que je réponde en anglais ou en français? En français, vous allez traduire. Donc, par rapport au document que j'ai mentionné, qui a été produit par l'Ordre des infirmières, qui décrit l'exercice des infirmières en CHSLD, qui pourrait donner des lignes directrices sur ce qu'on devrait attendre des infirmières en CHSLD, ce document, j'ai envoyé le lien à l'organisatrice. Donc, il va être sur le site de la conférence à Francine. Donc, il va être sur le site de la conférence d'aujourd'hui de Handicap, Vie et Dignité. Donc, il va être disponible à cet endroit. Sinon, il est disponible gratuitement sur le site des infirmières et infirmiers du Québec, sur le site www.oiiq.org. Donc, il est disponible gratuitement, ce document. Et je l'ai avec moi si vous voulez jeter un coup d'œil aussi après la conférence. Donc, voilà. On va le mettre sur Handicap et Dignité aussi sur le site. L'URL sur le site de l'Ordre des infirmières, www.oiiq.org. Et il est aussi sur le lien de site de la conférence de Handicap, Vie et Dignité. Je l'avais envoyé, donc vous devriez le retrouver sur le site web de la conférence d'aujourd'hui. D'accord? Moi, je vais faire très, très court, puisqu'on est dans les documents. Je ne sais pas si la salle est informée. Personnellement, les deux petites capsules PowerPoint, la première et la deuxième, vont être envoyées cette semaine en PDF. Donc, je présume qu'il y aura une façon de spread, qu'on pourrait dire, l'information. L'autre élément très rapide, qui est le suivant. J'ai adoré personnellement les collègues à la table tantôt. Moi, je pense que la formation des préposés aux bénéficiaires a beaucoup évolué, hein, n'est-ce pas, depuis les 35-40 dernières années. Il y a encore des obstacles. Et tantôt, j'ai peut-être eu l'air un peu sévère en disant que les infirmières au niveau du leadership, mais les AIC, les AIC, assistantes infirmières-chefs, assistantes supérieures immédiates, quand elles acceptent d'avoir le costume de Catwoman, whatever, pour être AIC, ça introduit du leadership positif, de l'encadrement. On en a parlé il y a tantôt, l'encadrement, et aussi parce que présentement, comme Mme Bourbonnais disait, on est beaucoup à géométrie variable. Il n'y a pas un milieu qui effectue totalement la même pratique. Pourtant, comme M. Genoux le disait, comme Mme Poirier le disait, toutes les intentions sont nobles, mais une fois qu'on donne la formation au PAB, une fois qu'on donne la formation aux infirmières, il faut qu'il y ait un link entre tous ces beaux éléments-là. Il faut qu'il y ait, bref, un encadrement de qualité. Et rapidement, un des problèmes qu'on retrouve en supervision de stage, pour en avoir fait aussi, évidemment, c'est que ce qu'on enseigne, et parfois, quand on arrive dans le milieu, il y a parfois un gap, il y a parfois une distance. Alors donc, il faut préparer les gens à dire, écoutez, dans le milieu, vous allez voir telle situation. Ça va des techniques, des PDSB, des attitudes, comme M. Genot parlait, de la façon d'être. Parfois, c'est parfait, c'est un copier-coller. Parfois, c'est pas le cas. Donc, la culture de travail vient souvent dicter, n'est-ce pas, la saveur ou la couleur du personnel une fois qu'il y arrive. Alors, d'un côté, on travaille très fort au plan formation, on travaille très fort aussi dans l'implantation au milieu de vie avec les succès ou les échecs, mais néanmoins, il faut aussi bien sensibiliser. C'est un processus, hein, c'est un work in progress. C'est un processus encore, malheureusement, peut-être sur quelques années. Vive les déviantes positives, n'est-ce pas? Moi, je retiens ça ce matin, c'est très jouissif. Je retiens ça ce matin. La toile de fond est souvent en agisme. On a entendu tantôt l'objectisation, to object people.
this should not be objectified people. Ça ne devrait pas arriver tout ça. Et je réponds en disant aussi, les attitudes, c'est le mot-clé. Et Mme Poirier est congruente. Il y a 15 ans, elle disait la même chose en capsule vidéo que ce matin. Donc, toute cette notion de stimuler le potentiel de la clientèle, on est là pour éviter les étiquettes. Il y a encore du travail à faire. Qui l'aurait cru? Mais on doit même encore ramasser des pratiques qui sont, excusez-moi, inacceptables. Par contre, on oublie de souligner que 80 de la main-d'œuvre fait un bon travail, est dévouée, a une façon d'être qui est exemplaire. On retient souvent le 20 plus les médias. Merci, Yvon. Est-ce que vous entendez? Allô? Non. Ça marche? OK. C'est intéressant qu'il y a plus en anglais qu'en français et moins de personnes qui sont anglophones. Donc, peut-être on pose beaucoup plus de questions sur les systèmes. Je ne sais pas. I throw it out. Knowledge of staff of how to Comment interagir avec les gens qui ont des problèmes de mémoire semble être très limité. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça quand la volonté de le faire est assez passive? On revient aux besoins de formation. Par exemple, dans la formation, je reviens à l'approche optimale, mais peu importe la formation, là, il y a des contenus de base qui doivent être traités. Quand on parle, par exemple, de problèmes de mémoire, il faut que les gens comprennent comment la mémoire se détériore. Puis quand on comprend mieux les différents processus mnémoniques, comment ils se détériorent, comment il y en a qui sont préservés, ça nous amène à mieux interagir avec les personnes qui ont des problèmes de mémoire. Par exemple, la préservation de la mémoire émotionnelle. Les gens, peut-être, ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé, mais ils gardent le contenu émotionnel. Ils vous voient, puis ils ont déjà un sourire parce que vous avez passé un bon moment. Ce sont des contenus comme ça qu'il faut aborder. Et je finis cette intervention avec un exemple. C'est Christian Bobin, cet écrivain français, qui avait son père était atteint d'Alzheimer, puis il allait le voir assez souvent, là où il était hébergé, mais son père ne le reconnaissait pas. Et un jour, son père lui a dit, « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous êtes celui que j'attendais. » C'est pas beau, ça? Vous voyez, la mémoire émotionnelle. Mais quand on comprend ces choses-là, on va beaucoup mieux interagir avec les gens qui ont des problèmes de mémoire. Bon, Anne, peut-être c'est à toi, mais tu peux lire la question, s'il te plaît. Tu veux que je la lise? OK. Dans le cadre du rôle des comités des résidents, on a un rôle de recommandation, mais on ne peut pas toucher à l'organisation du travail. Donc, dans le cadre de l'évolution du partenariat, est-ce que cette norme ne devrait pas être révisée? Donc, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait répondre, à part de Yvon? Non? C'est intéressant pour avoir peut-être, je ne sais pas, là, je lance un chiffre, fait les présentations à quoi, une trentaine peut-être de comités de résidents, puis ils étaient tous différents. J'ai Foyer Sutton en tête, j'en ai à Châteauguay, j'en ai à plusieurs endroits au Québec, français, anglais, puis je m'aperçois que, comme M. Brunet disait tantôt, le rôle est à rebaliser. Il y a des comités des résidents qui sont vraiment délectables à travailler avec. C'est un pur enchantement. Et évidemment, il y a des dents vampiriennes aussi dans d'autres comités où on a eu parfois des rapports de force assez importants. Vous savez, j'ai fait le geste tantôt de métal sur métal. Il y a comme deux logiques complètement différentes dans l'arrivée des comités des résidents et la logique nursing. Et vous savez, si on commence à toucher, on peut recommander, mais si on commence à confronter la logique nursing, c'est pas très long qu'on va se revoir, comme M. Brunet le disait tantôt, dans notre militantisme, il va être écrasé. On va défendre, promouvoir possiblement, mais il a mentionné la voix des résidents, oui, mais sans être complaisant. C'est pas très long que le nursing va réagir. Donc, je pense qu'il y a des stratégies à développer dans les comités des résidents, mais longue vie aux comités des résidents. Longue vie, ils sont importants, sauf qu'ils doivent avoir un rôle de partenariat. J'ai noté ce que M. Brunet disait ce matin, de partenariat et non pas, évidemment, de, comment dirais-je, de dictature ou de confrontation déconstructive. C'est mon opinion. Je trouve que le partenariat est toujours bon, si je peux ajouter. Une autre question très intéressante, je pense pour Daniel cette fois-ci, mais n'importe qui peut répondre. Est-ce que c'est agréable qu'une infirmière pousse un PAB à donner un bain à une résidente qui veut absolument pas prendre son bain? Non. Je dirais la même chose. Non, c'est totalement inacceptable.
La réponse est courte. Donc qu'est-ce qu'il devrait faire, le PAB? Je vais juste reposer la question d'une autre façon. Ben, moi, est-ce que je peux intervenir là-dessus? Le risque, je trouve, parfois, c'est de dire, c'est que les intervenants disent, ah, elle a refusé, j'accepte, c'est par respect que je n'insisterai pas. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ça aussi, puis qu'on apprenne à nos équipes. Puis quand vous parlez de leadership infirmier ou de gestion, puis de coacher les équipes, c'est de dire pourquoi elles refusent. C'est trop facile de dire non, et puis après, on se cache derrière le respect. Mais les valeurs, comme le respect, souvent, sont pris à contresens et on manque de respect parce qu'on respecte le non. Mais pourquoi elle ne veut pas? Est-ce que je lui ai demandé devant tout le monde? Voulez-vous prendre votre bain? Si je dis ça devant tout le monde, c'est humiliant. Je vais répondre non, je n'ai pas besoin. Ça peut être ça. Est-ce que ça peut être le ton de ma voix, mon odeur parfois, mon non-verbal, l'heure? Est-ce qu'elle a faim? Parfois, on offre de prendre un bain puis on ne pense pas que la personne a besoin de passer aux toilettes avant. Avez-vous envie de prendre une douche avant si vous avez besoin d'aller aux toilettes? Toute cette réflexion-là doit être faite aussi et ne pas s'en tenir qu'à est-ce qu'on force ou pas. En fait, je pourrais ajouter que l'infirmière aurait plutôt dû, dans ce cas-là, voir avec le préposé, effectivement, pourquoi elle refuse. Et si elle insiste, il faudrait qu'elle explique et qu'elle travaille en partenariat avec ce préposé pour justifier sa décision et qu'elle accompagne le préposé sur la façon de donner ce soin-là de manière respectueuse et qui respecte les droits du résident. Donc, ça ne peut pas être juste d'aller le faire sans explication, sans travail plus approfondi par rapport à ça. Si elle fait juste dire non, tu le donnes quand même, à ce moment-là, elle brime les droits du résident. Et je comprends que les préposés n'apprécient pas non plus de se faire pousser à brimer les droits d'un résident. Donc, il y a un travail plus poussé de partenariat à faire dans ce cas-là. Si je peux... Honnêtement, j'ai vu moi-même des cas où jusqu'à 4 personnes obligeaient et forçaient une personne de prendre leur bain. Je trouve ça aberrant. Si je peux ajouter juste un petit quelque chose. Oh, bien sûr. On réagit beaucoup en disant non. Mais effectivement, je me souviens d'un cas, une dame refusait le bain, puis on me disait c'est l'enfer, le bain écrit, etc. Puis je demande comment ça va, la toilette au lavabo. Ah, ça va super bien, on la lave toute, elle se laisse faire. Mais je dis pourquoi vous la lavez pas comme ça? Ben, l'infirmière a dit il faut y donner un bain. C'est vrai que ça arrive, ces situations-là. Ça, il faut réagir. Oui. Une autre question aussi de nursing. Dans la formation des PAB, je présume, et j'espère que c'est pareil pour les infirmières auxiliaires et les infirmières, il y a l'examen du module de 60 heures en approche relationnelle. L'examen en laboratoire, c'est exactement la question qui est posée. N'est-ce pas? On fait effectivement intervenir le personnel en formation dans un contexte exactement comme celui-ci. Je rejoins Nicole, créativité, voir autrement, aller vérifier plus loin, mais ça fait partie de la culture organisationnelle ou non. Puis les infirmières auxiliaires, à titre indicatif, dans leur DEP de 1800 heures, il y en a 900 sur les soins. Alors, si on a une facilité de lancer les PAB au front de la bataille, peut-être que l'infirmière auxiliaire aussi pourrait venir donner un coup de main dans la stratégie adaptative, n'est-ce pas, et non pas faire un dumping dans la cour des PAB, dans ce sens-ci. J'ai une très bonne question ici à Anne. Do nurses who are put into positions of management receive training on how to manage effectively without using an authoritarian approach? Authoritarian leadership is recognized in other industries as being ineffectual. Why not in healthcare? I love that question. C'est une bonne question. Les infirmières qui sont en position d'autorité, bien, premièrement, on a un problème avec la formation des infirmières parce que la formation des infirmières est très variable. Il y en a qui ont des DEC, il y en a qui ont des bacs. Celles qui se ramassent à être chef d'unité ou en position d'être infirmière assistante, bien, peuvent avoir une certaine formation, d'autres non. Donc, la formation étant variable, c'est un peu difficile pour moi de vous répondre directement. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on les forme au niveau du baccalauréat, le forme de leadership qu'on leur transmet, c'est un leadership qu'on appelle transformationnel, donc à l'inverse de l'autoritaire, et on leur enseigne à travailler en partenariat avec les gens, donc jamais dans une posture d'autorité. Donc, de manière académique, c'est certainement pas ça qu'on leur enseigne. Mais est-ce que ces infirmières-là ont été formées de cette façon-là? Est-ce qu'elles ont compris? Est-ce que leur organisation et les cadres supérieurs ont cette attitude autoritaire avec elles qui fait que si le ministre est autoritaire avec les directeurs des CIUS, bien, les CIUS sont autoritaires avec les coordonnateurs de site, qu'ils sont avec les infirmières-chefs, qu'ils sont avec les infirmières, les préposés. Il y a comme quelque chose dans la philosophie de l'organisation qui peut descendre. Donc, il y a quelque chose qui peut être de la formation. Pour parler de ce que moi je connais, c'est certainement pas ça qu'on leur enseigne, mais je pense qu'entre ce qu'on leur enseigne et
l'influence des milieux, après, il y a quelque chose qui se perd, ou des gens qui sont mal formés et qu'on devrait renvoyer se faire former pour avoir un leadership qui est positif et constructif. OK. Une très courte question à Nicole. Where can Carpe Diem Center be found in Montreal? Malheureusement, il est à Trois-Rivières, d'après moi. On a beaucoup de demandes pour l'exporter. Puis notre mission, nous, on s'est dit, on ne veut pas faire plusieurs Carpe Diem, mais on veut que notre approche permette à d'autres d'en faire, d'aller soit en CHSLD ou soit, là, je parlais des maisons des aînés. Bien, c'est le temps d'inspirer d'autres façons de faire. Alors, l'offre est ouverte. Il y a des gens qui veulent se lancer à Montréal. On veut aider, mais on ne veut pas nécessairement le faire nous-mêmes. On a un qui est ouvert l'année passée. C'est pas Carpe Diem, mais avec la même philosophie qui s'appelle Maison Étincelle, qui est centrale à Montréal. C'est très petit, mais c'était dans les nouvelles il y a à peu près 6 mois. Et puis, j'ai le clip vidéo. Peut-être je peux partager avec le site web. Mais bon, si tout le monde veut vivre là, plateau, Il n'y aurait pas de place. Central. It's Central Montreal, around the plateau. It's very small, c'est très petit. Et ça, c'est le I'll get you the address. On peut mettre l'information sur notre site web, peut-être. OK. Donc, mais je peux partager cette information, juste avoir l'information. Mais c'est comme Carpe Diem, c'est très petit. Mais il y en a un qui est ouvert à Montréal et j'espère qu'il y aura d'autres. Dernière question intéressante. Comme quoi on peut établir les deux choses. Ils veulent changer, par exemple, les ventilations dans la chambre et la résidence. Ils veulent aussi faire un changement quand les couches qui sont changées, que les couches soient changées devant les repas. Avant. Mais c'est écrit devant, mais c'est vrai que c'est avant. On s'entend-tu qu'il y a de l'opportunisme politique là, dans ces trucs là, de ventilation? Le Parti québécois l'a repris, peu importe, là, mais bref, on s'entend pour l'opinion publique. Mais évidemment, c'est drôle que j'entends en couche en 2018 parce que quand les étudiants en formation, je reviens à ça, quand ils utilisent maladroitement le mot couche, ça leur coûte 25 sous en formation parce qu'il faut enlever ce vocabulaire-là, comme ce sont des résidents et non pas des patients. C'est pas compliqué, ça prend pas un... Hein? Ceci dit, bref, on travaille très fort pour en arriver à peut-être justement à mousser ces différentes cultures de travail qui, justement, sont... C'est pas demain matin qu'on va régler la ventilation, même si le projet ou l'idée de M. Legault semble être intéressante, c'est quand même sur plus de 5 ans. Alors, il y a comme... Mais c'est un processus, encore une fois, un peu long terme. Changeons les pratiques, réfléchissons sur les cultures, allons dans le leadership, allons dans l'appropriation du travail de tous les types d'emplois. On va être dans une meilleure société. Donc, avant de finir, je suis très contente. Il est vraiment midi et on a réussi à faire tout le panel. Donc, bravo à nous autres. Je veux remercier tous les panélistes aussi, qui étaient excellents. Vraiment, c'était super. D'après moi, il y avait beaucoup d'informations intéressantes. Et maintenant, c'est le temps de repas. Je pense qu'Hélène a quelque chose à annoncer.